Aujourd'hui, du coup, on va parler de Sozu et de comment on a optimisé notre load balancer et fait avancer RustALS, qui est le nom d'une conf que je trouvais très fun à envoyer à Proto, parce que je me suis complètement amusé à faire générer l'abstract. Et oui, et du coup, il fait oh, c'est trop bien, un abstract digne de Devox. Voilà. Du coup, c'est bon, vous êtes installés? Prenez le temps, on n'est pas, on est entre nous. Du coup, je m'appelle Dubois Florentin. Vous pouvez me retrouver un peu partout sur GitHub X, Keybase. J'ai à peu près la paternité partout de mon pseudo, ce qui est plutôt cool. Et du coup, je suis engineering manager à Clever Cloud depuis 3 ans maintenant. Comme disait Proto, je travaille beaucoup sur la partie réseau, notamment sur l'automatisation dans le réseau et infrastructure. Du coup, petit sujet qu'on est en train de reprendre à deux avec un collègue. Et du coup, je travaillais précédemment à OVH où j'ai pu bosser sur les LLB, notamment ceux de Kubernetes, de Love Kubernetes. IOStream, pour ceux qui ont connu, c'était du Pulsar. Et je suis venu y faire un talk ici il y a très longtemps qui parlait d'observability et d'Hadoop, Warp 10, HBase, tout ça. Avant qu'OpenTelemetry existe, pour le coup. Voilà. Est-ce que parmi vous, il y en a qui connaissent Clever Cloud à part Alexandre, du coup? Cool. Qui l'utilise? Ah, c'est toujours le même combat. Du coup, je vais le faire un peu en mode rapide, sachant que j'ai un peu volé les slides au marketing. Du coup, on est à peu près 80 maintenant. On est hébergeur souverain et européen. Il y a même des stickers qui diraient suzerain. On a été créé en 2010. Bon, on augmente en CA, on grossit, on a plein de clients à l'étranger. C'est plutôt cool. Et le gros avantage de Clever, c'est qu'en fait, on n'a pas fait de levée de fonds, on a tout en fonds propres. Ce qui est plutôt pas mal en fait. On se base sur notre base de clients là pour nous financer. Notre métier en rapide, c'est vous faites du dev, votre application, à peu près dans n'importe quel langage, et vous faites un git push, et nous on s'occupe de la mettre en ligne, de s'assurer qu'elle tourne 24/7, et ainsi de suite. On a pas mal de trucs en ce moment sur notamment la gestion du trafic, des DDoS et autres. C'est plutôt cool, ça arrive. Du coup, quand je vous disais des technos, on en fait plein, on n'est pas trop dogmatique. Et bien sûr, on fait ça un peu partout, notamment chez nous, chez d'autres providers et directement chez des clients. Voilà. Et du coup, pour les clouds publics, si vous voulez tester, on est un peu présent partout, comme je vous le disais. Et pour faire écho au travail d'Alexandre aussi, on bosse pas mal sur deux trucs qui vont arriver, qui sont arrivés, notamment Materia, qui est l'idée de faire du PostgreSQL ou du TIKV, pardon, pas du TIKV, du KV au-dessus d'une base de données qui s'appelle Fondation. Le but, c'est en vrai vraiment de venir fournir de la base de données, non plus sous forme de limitation de serveurs et autres, mais en mode pay as you go. Et nous, on fait le scaling derrière en se basant sur des technos comme FoundationDB. Et à côté de ça, on bosse aussi sur un truc qui s'appelle Clever Cloud Function. Je peux vous en parler un peu plus tard après le talk si vous voulez. C'est un des sujets sur lesquels je travaille. L'idée, c'est de faire de l'AWS Lambda, mais uniquement avec du WebAssembly. Voilà. Si vous avez des questions, on peut en parler juste après si vous voulez. Et du coup, on en revient à notre talk. Qu'est-ce que Sozu? J'ai une question tout à l'heure qui est assez vraie. Sozu, c'est un reverse proxy, mais c'est aussi à la base la petite fontaine à eau dans les jardins japonais. L'idée, c'est de. Tout est parti du fait que Sozu allait balancer du trafic à droite, à gauche, et du coup, il en profite pour faire cette répartition de charge. Et au moment où il faut, bah, il bascule, d'où le logo, qui est le flux d'eau et la petite, et le petit logo à la base de la balance. Et du coup, comme je disais, Sozu c'est un reverse proxy, principalement TCP et HTTP. N'essayez pas de faire de l'UDP avec, ça marchera pas trop. Il est open source et écrit en Rust. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Voilà, donc ça c'est pour faire très rapide, parce que là on va aller itérer un peu dans les internals. Mais avant, je vais vous raconter une petite histoire qui a commencé en 2017 et le pourquoi de Sozu. En 2017, Clever utilisait énormément
HAProxy, et qui est un super load balancer. Et en fait, on s'est confronté à un problème, notamment à cette époque-là, HAProxy, il gérait assez mal le reload. Et pour ceux qui connaissent beaucoup la programmation système, il y a un livre avec un sommaire qui est juste incroyable. C'est que quand on fork, parce que HAProxy, en fait, quand il reload, il vient fork son process avec les mises à jour et il meurt littéralement une fois qu'il a traité toutes les requêtes de ce process-là. Ce qui peut amener à des choses assez incroyables où on se retrouve sur une machine où on peut avoir 100, 200, 300 process, voire totalement épuiser le nombre de PID que du coup on pouvait avoir à cette époque-là. Juste parce qu'en fait on reload en boucle. Mais littéralement, quand je dis en boucle, c'est plusieurs fois par seconde. Du coup, on avait des process qui, justement, venaient se démarrer juste pour traiter une dizaine de requêtes et ensuite venaient mourir. Sachant qu'à cette époque-là, en plus, les load balancers entre base de données et applicatifs HTTP étaient mutualisés, ce qui fait que les longues connexions de base de données venaient un petit peu justement bloquer ces process-là. Ce qui fait que ça s'empilait et on avait vraiment un problème de nombre dessus. C'est à ce moment-là, du coup, qu'a été créé Sozu, dont le but était justement de pallier ce problème-là. Et au lieu de se dire, à chaque fois que j'ai un rechargement à faire de configuration, en fait, au lieu de créer un process, je vais aller mettre à jour ma conf dynamiquement en interne. Ce qui a posé 2-3 challenges un peu techniquement, mais qui du coup est hyper intéressant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, on peut le dimensionner quelque part avec un certain nombre de process au démarrage, une certaine quantité de RAM et de CPU. Et en fait, il va continuer à utiliser ceci sans avoir besoin de fork ou autre, tout en changeant sa configuration. Là, aujourd'hui, ça nous arrive de faire plus d'une dizaine de modifications par seconde sans aucun problème sur les différents workers en parallèle et ainsi de suite. Donc voilà pour la parenthèse 2017. Du coup, on arrive en 2022 et là, ça arrive le moment à Clever où on se dit, ça fait quelques années maintenant qu'on travaille, qu'on est sur des infras qui sont pas forcément en propre, mais qui sont fournis par d'autres cloud providers. Et là, du coup, on s'est dit, allons monter nos propres infras. Venir mettre en fait de notre réseau, de notre matériel. Et là, on est complètement parti dans le mode, on va faire de l'open compute, on va se prendre des data centers et on va faire quelque chose vraiment intéressant. Ce qui nous a amené à pas mal de veilles, notamment à ce moment-là sur de l'AMD, le standard open compute de Facebook. Et on a sorti un article de blog post que je vous laisse, le nom est là, que je vous laisserai aller lire, qui explique un petit peu tout ce qu'on avait fait à ce moment-là. Et du coup là on est en juin 2022 et on se dit on se lance, on y va, quoi. Et toute l'histoire qui va, ça c'est le point de commencement de toute notre histoire pendant le talk. Du coup, on est en juin 2022, on se dit, on attaque, on commande nos data centers, donc on commande des machines. Donc, un petit peu plus longtemps, en 2023, on reçoit nos machines, on les installe. Et on commence à faire face à 2-3 choses intéressantes comme voilà, nos data centers, du coup, Green Data, Telehouse et Exa, qui sont 3 data centers à Paris, du coup, pour avoir des AZ. Voilà. Et du coup, on se fait face à une grosse problématique, c'est qu'on a nos 3 propres data centers à Paris, plus 2 historiques, et commence à avoir quelques difficultés avec notre prestataire à ce moment-là, et on se dit, on va peut-être forcer un peu la marche, il va être temps d'aller migrer l'historique sur le nouveau. Et là, ça enclenche une bataille d'à peu près une année, où littéralement on récupère à ce moment-là 14 ans d'historique de Clever qui tournait sur ces 2 data centers, faut tout déplacer sur 3 nouveaux. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça fait un énorme nettoyage de toutes les bricoles qui pouvaient traîner à droite à gauche. Vous connaissez peut-être des anecdotes où il y avait sous le bureau du CTO un ordi qu'il fallait surtout pas éteindre parce qu'il tenait la facture avec des screens ou des choses comme ça qui venaient refaire des requêtes pour tenir une base de données, le nettoyer et autres. C'est un peu le genre de truc qu'on a découvert là-dedans. Mais ce qui était bien du coup, c'est que là aujourd'hui, on a un truc propre, quoi.
Et du coup, on arrive, on s'attaque, janvier 2023, on monte nos data centers, on commence à installer le matériel. Et là, on se dit, on va commencer à migrer à chaud les infrastructures, donc il ne faut pas que qu'il y ait d'arrêt pour les clients. Nous, ce qui nous intéresse plutôt aujourd'hui, c'est plutôt quand on a migré les load balancers, dans l'idée. Et est-ce que vous avez une idée de comment on migre un load balancer? Levez pas tous la main. Est-ce que ça vous parle BGP? Border Gateway Protocol. L'idée, c'est de faire un load balancer. On peut annoncer plusieurs fois une même adresse IP en V4 ou V6, ça pose pas de problème. Et en fait, le BGP, ce protocole-là, nous permet d'émettre. Et ensuite, on vient programmer les routeurs pour dire, bah, en fait, pour chaque adresse IP, tu mets un poids dessus. Et lui, en fonction du tuple, le protocole, l'IP source, le port source, l'IP dest et le port dest, il vient faire un hash. Et ce hash, en fait, il va aller le répartir sur un algo, via un algo ça y est, j'ai oublié le nom, de consistent hashing. Et ce qui fait qu'en fait, chaque tuple va aller dans un espace particulier. Ce qui fait que, imaginons, on a deux load balancers, donc on a deux instances, deux IP qui sont émises, deux fois la même. On va avoir un espace qui va être coupé en deux. Imaginons on en a 4, on a un espace de possibilités qui va être coupé en 4, et chaque tuple va aller forcément toujours dans le même espace. Ce qui fait que techniquement, on peut aller répartir de la charge dans le réseau comme ça. Mais c'est pas ce qu'on va faire, parce qu'on est en train de migrer. Du coup, il faut aussi migrer les adresses IPv4 qui sont du coup qui appartiennent à votre prestataire, et du coup, il faut qu'on aille sur notre propre slash, nos propres subnets. Et là, ça commence à devenir un petit peu compliqué. Parce qu'en fait, on ne vient plus juste ajouter des nouveaux nœuds dans le pool, on vient aussi dire, bah, en fait, il faut complètement dire au client, bah, on a nos machines, on les prend, on change les IP, on change la configuration DNS, potentiellement des choses peuvent casser chez eux, parce que notamment sur la configuration DNS, la plupart des noms de domaine, on peut faire un CNAME sur un autre nom de domaine. On fournit, nous, par exemple, à Clever, et vous dites, bah, par exemple, votre nom de domaine www.exemple.com, en fait, c'est un CNAME vers domaine.paris.clevercloud.com, et en fait, nous, on va recevoir le trafic. Ce qui ne marche pas pour, par exemple, exemple.com. Ce nom de domaine-là est catégorisé de Apex, catégorisé, pardon, c'est mieux, de Apex, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un nom de domaine racine. Il a deux membres et en fait, lui, il est obligé d'avoir des entrées IPv4. Ce qui fait qu'il faut qu'on fasse une campagne auprès de nos clients en disant, bah là, ça sera que vous changiez vos noms de domaine, notamment ceux-là. Sans quoi, s'ensuite, du coup, on duplique les machines. Donc on duplique l'infra, ça n'a pas changé. Et on va aller modifier la configuration DNS. En partant du principe qu'on va dupliquer l'infra, nous on en va en profiter pour installer de nouvelles machines et changer la configuration DNS. Ce qu'il faut savoir qu'à cette époque-là, le parc, je vous disais qu'il avait à peu près 14 ans de vie, et des load balancers, il y en avait plein, mais toutes dans des versions un peu différentes, et ils n'ont pas forcément suivi tous le même cycle de vie. Donc à ce moment-là, en fait, il y a des grosses upgrades qu'on a fait, il y a des load balancers qui ont pris littéralement 3 ans de R&D dans la vue en une seule fois, quoi. Ils ont fait un bond de technologie de 3 ans, quoi. Ce qui fait que potentiellement, des bugs qui pouvaient exister sur ces load balancers n'existent plus. Et vu que le client avait l'habitude de contourner ce bug, et bah du coup, vu qu'on le résout, potentiellement ça va créer un autre bug chez lui. Donc là, ça commence à devenir un petit peu le serpent qui se mord la queue. Et du coup, on en profite pour faire ça tout en essayant d'être le plus transparent possible, parce que le but, c'est de toujours servir les sites web 24 heures sur 7, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Du coup, pour vous donner une ordre d'idée, on est parti de ce qu'on appelle la SOZO, la version 0.13.6, qui est ce qu'on appelait la Hold Stable. Si vous êtes habitué du kernel, c'est globalement les releases, c'est vous avez une version stable, qui est la courante, une version LTS, donc avec un long term support, et une version Hold Stable qui est la LTS++, quoi. Du coup, on est parti de celle-là, et c'est celle-là qui nous sert de base de référence, parce que c'est la plus répandue sur l'infra. Nous, on avait beaucoup bossé entre-temps sur nos propres versions, on avait itéré sur pas mal de trucs, et on est arrivé à une version qui s'appelle V0.15, qui était celle qu'on déployait à ce moment-là.
Et aussi, on en profite pour mettre à jour l'OS qui est Exerbo chez nous. C'est un fork de Gentoo, globalement où on a changé le package manager. Du coup, ça donne un petit schéma qui ressemble à ça. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que les clients arrêtent d'utiliser les SOSU en 0.13 et partent sur les SOSU en 0.15, tout en laissant les 0.13 si jamais il se passe quelque chose. Imaginons, je sais pas, un bug sur la 0.15 et qu'il faut qu'on aille le régler. Ça, c'est la théorie. Dans la pratique, ça s'est pas vraiment passé tout à fait comme ça. On a mis en prod la 0.15 et à partir d'un certain seuil, on a commencé à voir ce genre de choses arriver. On fait un curl sur un site. Et là, c'est assez rare. On voit que ça hang juste au niveau du client hello en TLS. Est-ce que vous êtes est-ce que vous connaissez un petit peu comment marche le protocole TLS? Vite fait, pas en détail. Là, l'idée, c'est qu'en fait, il arrive en disant bah, bonjour, moi je m'appelle, je, je sais plus quoi il fait. Sur cette partie-là, il fait bonjour, moi je cherche le site web qui s'appelle clevercloud.com parce que ça se base sur le nom de domaine. Et ce paquet-là s'appelle le client hello. Le serveur, à ce moment-là, il est censé répondre à un serveur hello en disant oui, effectivement, je connais clevercloud.com, c'est tel certificat, et là commence l'échange de clés. Nous, on commençait à hang au moment où le serveur devait répondre. C'est pas un bug courant, c'est vraiment très bizarre dans l'approche. Et là, on se met à se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que c'était quelque chose où on commençait à mettre la version 0.15 sur DLB qui était de plus en plus gros, et sur les plus gros, on voyait ce bug. Les plus petits n'étaient pas affectés. Donc on se dit, bah, c'est un problème de charge, il y a quelque chose qui fait que, à partir d'un certain seuil, ça commence à devenir problématique. Et là, du coup, on commence à se mettre à faire du git bisect. Globalement, on essaie de reproduire un petit peu la charge des gros LB sur nos machines. Et en se disant, bah, à partir de quel moment on a eu des problèmes de perf, globalement, qui peuvent amener à ce genre de choses. On a récupéré globalement quelque chose comme 1 an de commit à aller inspecter. Le guide bisect, hyper intéressant, parce que en fait, à partir du moment où vous avez une façon de reproduire le bug systématiquement, vous allez pouvoir aller échantillonner de manière assez maligne 1 an de modification. Et ça, c'est plutôt cool, surtout dans notre cas où en fait on peut l'observer depuis l'extérieur via un curl. Un autre outil aussi au passage qu'on va utiliser, c'est TLSperf, qui est un fork d'un autre outil dans le même style, qui lui, son but, c'est vraiment d'aller faire l'équivalent d'un bombardier ou d'un Vegeta pour ceux qui font du benchmark en HTTP. C'est vraiment du pur benchmark TLS. Donc on vient demander en boucle, faire les client hello, essayer de voir à quel moment on surcharge la machine. Du coup, c'est un peu l'heure de la démo. Qui dit démo dit que ça va bien se passer. Est-ce que vous voyez à peu près tous l'écran si j'écris des choses au fond? Ok, cool. Ok, du coup là ce que je vais faire, ce que j'ai fait normalement, c'est que j'ai démarré sur ma machine un Sozu. Et son sidecar, mais c'est pour qu'il soit configuré plus facilement. Avec une configuration assez basique. Toc toc. Du coup, tout ce qu'on a à savoir, c'est que je l'ai mis en mode info, il log sur stdout, son socket pour lui parler. 2-3 choses concernant les buffers. En fait, vu que je vous disais qu'on peut choisir la taille avec laquelle il tourne et autres, il y a pas mal de choses qu'on peut configurer, notamment liées à l'allocation mémoire. Et là, ce qui nous intéresse dans notre cas, c'est surtout le nombre de workers. En fait, là, on va vraiment travailler avec un seul worker. Un worker, c'est un thread, pas plus. C'est vraiment toute l'approche de Sozu est mono-threadée, mais c'est multi-worker avec chaque worker est mono-threadé. Il faut vraiment le voir dans ce sens-là. Et ensuite, deux, trois choses intéressantes. Donc, par exemple, le nombre de connexions, le nombre de buffers qu'on alloue
au total, avec la taille qui doit être en dessous quelque part d'un buffer. Voilà. Et sachant le nombre de buffers par exemple, pour pouvoir fonctionner correctement, si imaginons on est à 10 000 connexions en parallèle, il faut qu'on ait au moins 20 000 buffers. Parce que l'idée c'est qu'on ait un buffer pour l'entrée et un buffer pour la sortie. Sinon c'est compliqué d'interagir. Et il y a une espèce de contention qui se met en place et vous voulez pas trop en général en avoir. Voilà, et puis ensuite les timeouts. Quelque chose de très classique pour le bouncer. Donc nous on attaque, il écoute là tout de suite sur le port 1081 en TLS, et du coup, non je vais essayer de 3 heures. Donc là il arrive, on commence et on voit qu'il fait quelque chose comme une cinquantaine d'handshakes par seconde. Et là en fait c'est un petit peu ce que nous on est arrivé. Là on a le même, vous avez la même approche que moi quand on est arrivé devant le bug, on fait bah ok, on n'a pas de référence à la base parce qu'on n'a jamais fait ce genre de benchmark avant. Mais on a un truc qui est en mode, en moyenne, là je fais tout de suite 60 checks TLS par seconde. C'est vraiment pas ouf quoi. Si vous faites le ratio, vous, comment ça s'appelle ça fait 60 nouvelles requêtes HTTPS par seconde, sachant que du coup il peut plus rien traiter à côté quoi. C'est assez peu. Du coup, à ce moment-là, on s'est mis, ok, bah, on va aller voir les logs de la machine. Qu'est-ce qu'elle raconte? Donc là, on voit qu'il s'est mis à loguer plein de trucs. Et du coup, je relance, bam, et là, on voit qu'il log du texte, du texte, du texte, du texte, qui est un petit peu, aujourd'hui, ma façon de vous représenter quel était notre problème à nous et comment on l'a réglé. Du coup, on est parti de notre projet. Donc là, on est parti en mode git log, donc on a... c'est pas ça, CTRL F. On a notre petit git log, on arrive, on fait OK, bah, toutes les commits. On sait que à la version bah, du coup 0.13.6 à l'époque, mais là du coup je vais prendre une version qui est dans laquelle j'ai mis le commit qui n'est pas bon. Euh, du coup on attaque un petit bisect. Voilà. Donc là on est quelque part, si on peut refaire un git log, et normalement on voit qu'on s'est remis à une position. Normalement c'est celle du dernier commit qui est bon en premier. Et ensuite, on va remonter vers les commits qui sont moins bons. Mais on va pas remonter de manière linéaire. On va faire des marches jusqu'à de plus en plus grandes, jusqu'à trouver le commit bah, l'intervalle de commit qui est mauvais. Donc je vous passe toute la partie où à chaque commit, du coup, faut recompiler le soft, refaire les tests, parce que sinon on est encore là tout à l'heure. Et du coup, là, pour notre histoire, donc on fait un petit bisect. On sait que celui-là, il est good. Que du coup on a avancé dans l'arborescence, on est sur un nouveau commit. Globalement on a avancé de 4 commits. Et là moi je sais que dans ces 4 commits, en fait j'ai mon commit qui pose problème, donc là je lui dis un guide bisect, que celui-là il est mauvais. Donc là on arrive sur un commit qui est un autre commit qui est en arrière, donc là on a avancé de 4 pas, on est revenu d'un. Je commence à se dire, bah, l'intervalle ça commence vraiment à se rapprocher. Donc celui-là, je lui dis qu'il n'est pas bon non plus. Celui-là, je lui dis qu'il est bon, pour le coup. Celui-là aussi, normalement. Oui. Et en fait, là, il sort le commit à partir duquel ça a posé problème. Non, c'est juste parce que tout à l'heure, en fait, j'ai fait un commit sur le dessus en mettant un énorme texte et j'ai rebase ma branche pour le mettre en bas. Sinon, ça aurait pas l'intérêt de faire la démarche du git bisect. Et du coup, en fait, on voit mon commit qui est arrivé où j'ai rajouté print domain tree on uncheck. Du coup, je fais un petit git show pour vous montrer globalement la modification.
Et là, on voit que tout bêtement, un commentaire a été enlevé. Et ça peut être aussi simple que ça en vrai. Vraiment, ça peut être ce genre de choses un peu compliquées. Et on va voir pourquoi ça peut être juste aussi simple que ça. Du coup, je considère que mon bisect est fini. C'est là où je sais jamais quand c'est. Ouais, c'est reset. Je sais plus s'il y a un OK ou un truc comme ça. Du coup, on est reset. Ok. Hop. Alors, là, je pars du principe que du coup, je vais supprimer mon commit. C'est juste que je vais modifier comment ça s'appelle le binaire qu'on va utiliser parce que je l'ai déjà compilé, sinon on en a pour 5 bonnes minutes de compile. Ça risque d'être un peu long, quoi. Hop, et je refais un petit lien symbolique. Donc là, c'est la branche à la base qui fonctionnait. Donc je redémarre mon soft. OK. Je vérifie que tout s'est bien démarré. Et là, ok, ça a l'air de tourner. Je peux relancer mon petit LSPerf. Et là, l'échec. Parce qu'il log toujours. Quand on disait l'effet démo. Ok, il a rechargé. Et normalement, si je fais ça. Ok. C'est bon. Et bah, l'effet démo pour le coup. Hop. Tchouk, tchouk, tchouk. So zoom main. Tchouk, tchouk. Et bah, on va le recompiler. Du coup, là, on vérifie que j'ai pas mon commit. Si je l'ai, c'est pour ça que ça marchait pas. Alors, ça. Ok, et un petit cargo. Ça va, vous avez de la chance, c'est assez rapide. Et du coup, là, ce qui se passe, c'est que du coup, j'ai recompilé mon binaire, mais en incluant mon commit. Du coup, forcément, le petit effet démo, tout ça. Là, ce qu'on a vu, c'est qu'on était à peu près bloqué à 50, 60 handshakes par seconde. Normalement, on devrait arriver sur quelque chose sur la machine comme 250 à 300 handshakes par seconde sur un seul cœur et en TLS 1.3. En TLS 1.2, on est plus aux alentours. Tout à l'heure, j'étais à 8000. Faut que j'aille comprendre pourquoi, mais j'ai pas explication tout de suite. Voilà. Main. L. Tuk tuk tuk. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. C'est clairement le moment. Hop. J'attends qu'ils finissent de charger les certificats et la conf. C'est le petit travail du sidecar à côté. Et à un moment, il y a un petit message d'erreur parce que j'ai lancé un soft. Voilà, parfait. C'est-à-dire qu'il a terminé de loader. Et du coup, si je refais le TSPerf, normalement, on est sur quelque chose de beaucoup plus proche, voilà, de ce que je vous disais tout à l'heure. Du coup, là, on a vu qu'on a trouvé notre commit. On a vu que effectivement, il avait un problème de perf. Et maintenant, on va voir pourquoi il a un problème de perf.
et notamment via un outil qui s'appelle Strace. Est-ce que ça vous parle? Oui, non, c'est un peu mitigé. Oui. Euh, hop. Donc je remets l'ancien parce que c'est beaucoup plus intéressant. Hélène. Alors, pendant qu'il tourne, on va aller chercher le PID. Raté. C'est Starship avec Zoxide. Zoxide. Et hop. Zoxide, c'est un binaire qui te permet de revenir dans l'historique, ainsi de suite, et du coup, il te fait l'autocomplétion au passage. Et Starship, c'est juste le prompt avec les plugins et tout. Voilà, donc là, j'ai le PID qui est 32388. Donc, strace, c'est pour syscall trace, pour tracer les syscalls que fait un programme. Et nous, on va aller venir s'attacher à notre petit worker. Sans le E, c'est mieux. Du coup, là, on voit que de base, en fait, un process Sozu, il fait pas grand-chose. De temps en temps, il y a un write qui vient faire un message sur stdout pour dire, voilà, il s'est passé un truc. Et il y a énormément, par contre, de equal-wait, parce que Sozu est basé sur Mio, qui est une crate, qui permet de faire de l'asynchrone, notamment via equal. Et du coup, il vient, en fait, demander au kernel, bah, file-moi, là j'ai rien à faire, file-moi les derniers événements qui sont passés sur bah, tous les files descriptors que j'ai ouverts, quoi. Donc là il se passe pas grand chose, on va aller le secouer un petit peu. Hop, j'ai fermé celui-là, hop, voilà. On va faire un petit lsperf, mais je vais en faire que un par contre, sinon ça va devenir vite illisible. Voilà. Hop, du coup, on a fait notre petit notre petit appel de TLS. Du coup, ce qu'on peut voir là globalement, c'est qu'il y a énormément de write. On vient écrire énormément de noms de domaines qui correspondent en fait à l'arbre de dépendance interne de Sozu. En fait, c'est le quand on vient faire un client hello en disant hey, bonjour, je viens contacter clevercloud.com, le nom de domaine qu'on faisait tout à l'heure dans le curl. En fait, lui, il faut qu'il aille chercher dans un arbre pour ce nom de domaine-là, quel certificat je dois utiliser. Donc la plupart du temps, c'est quasiment instantané, mais du coup, des fois, il peut juste ne pas y avoir quand ça s'appelle, de résultats. Et là, dans le mode debug, on a envie de savoir à quoi ressemblait l'arbre, comment il allait chercher et autres. D'où le fait de le print. Là, ce qu'on voit quand le print dans stdout, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, au lieu de faire un énorme bloc de texte où il va aller il va tout le mettre en une seule fois, il fait un print par ligne. Donc globalement, il fait plein de petits appels à une fonction qui s'appelle write sur le file descriptor 1 qui est stdout. Et là, en fait, à ce moment-là, c'est là en fait où quand on fait un appel au kernel comme ça prend du temps. Littéralement, on fait une interruption du programme, donc tout se fige. On dit au kernel fais cette action, le kernel répond après, mais ça c'est en termes de microsecondes. Mais quand on commence à en faire énormément comme ça, bah, vous l'avez vu, ça peut vite chiffrer en fait par seconde. Du coup, on voit ça, donc il fait énormément de print, de print, de print, de print, de print, de print, de print. Et à un moment, il se dit, ok, je fais du get random. Bah, du coup, pour échanger les clés de chiffrement et ainsi de suite, il faut qu'il se mette d'accord sur ce qu'on appelle des tickets. Et en fait, il va venir générer un certain nombre de nombres aléatoires pour pouvoir dire, bah, moi, tu peux choisir n'importe lequel et tu peux te baser sur cette base-là. Et ensuite, il va l'envoyer via une méthode qui s'appelle writev, qui est writeVectored, qui permet en fait de condenser plusieurs écritures en une seule fois. Sachant que du coup, potentiellement les paquets TLS ont une en-tête qui est 24.3.3.0, donc on verra un peu plus tard.
Et ensuite, du coup, là, ce qu'on voit, c'est qu'on a un receive from juste après le write, ce qui correspond à notre soft TLSperf qui, lui, va venir ouvrir une connexion, faire énormément de client hello, et dès qu'il a sa réponse, il fait un, il fait un reset de Sacco en TLS et il vient recommencer. Et en fait, le receive from, c'est exactement ça qui vient de se passer. C'est le reset qu'on reçoit qui fait, bah là, je suis désolé, mon client en face, il est parti, quoi. Euh, et ensuite, on se remet à écouter, voir s'il y a des nouveaux trucs qui arrivent sur ce file descriptor jusqu'à avoir plus d'infos. Et on réécoute et on repart dans la boucle. Et ainsi de suite. Après, là, je vous ai montré la version classique, entre guillemets. Il y a une version un peu plus sympa euh, qui s'appelle Intent Trace, qui fait la même chose, mais qui est plus, comment ça s'appelle? Un peu plus éducative. Euh, Elle explique un peu plus ce que fait les choses et ce que font les syscalls notamment. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant parce que du coup, on va vraiment avoir un côté où on va pouvoir faire. Pourquoi j'arrive plus à avoir ma commande? Il a fumé. Ok. Et du coup, ça s'exoxyde pour le coup. C'est pas très très grave. Ah, ça y est. Du coup, là, on voit qu'il s'est passé énormément de choses. Donc, comme je vous le disais, il a écrit sur stdout, le file descriptor numéro 1. Il a écrit un certain nombre de bytes, tout ce qu'on a vu tout à l'heure, donc c'est les noms de domaine. Et ensuite, il nous explique ce qu'il a fait. Donc, le get random, il a récupéré 32 bits de la source de slash dev slash random. Euh, et ensuite, il a attaqué, il l'a fait plusieurs fois. Ensuite, il a fait un write vector dans lequel il a écrit 3 blocs. Euh, on, on peut voir justement d'où il est parti, pour où est-ce qu'il est allé, et ainsi de suite. Ce qui est hyper intéressant, c'est que du coup, il y a une version très descriptive de ce qui se passe, notamment au niveau des récifs from et autres. Euh, et du coup, je vous invite, si vous avez un programme, même un simple Hello World, de faire ça, parce que vous allez voir toutes les allocations mémoire qui se passent, et ainsi de suite. Et c'est vraiment grâce à ces outils-là qu'on a pu voir et aller chercher justement les difficultés et les problèmes de perf qu'on avait. En fait, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on loguait qui n'étaient pas optimisées, et trucs comme ça, et on va y revenir juste après, par la suite. Et c'est le genre d'outil où, avec un petit peu de temps, on peut vraiment gagner en efficacité. Voilà, donc je vous passe la suite. Et là, normalement, c'est la fin de la démo. Et on peut arriver sur notre problème à nous, qui nous est arrivé en production, du coup, sur notre curl qui hang. Et en fait, on s'est rendu compte, euh, dans cette histoire, que c'était lié à un commit particulier, euh, qui, qu'on verra juste après, qui est résolu dans cette PR. Et en fait, cette PR fait littéralement pas grand-chose. Ce qui se basait à la base, c'est que à chaque fois qu'on avait un certificat TLS, bah, on faisait un check TLS, on venait reparser le, le certificat au format, un format texte pour le mettre en format de la lib qui est TLS. Et en fait, le temps de parser le certificat qui est quasi minime, en fait, au bout d'un certain nombre de nombre de requêtes, commence à taper. Et je crois que la limite était actuelle. Quand on a tapé, c'était quelque chose comme 500 ou 600 requêtes par seconde. On commençait à avoir des difficultés. Et des hangs parce qu'on était trop lent justement à répondre. Euh, et du coup, là, c'est l'heure de rentrer dans le bug, que ça, on en profite. Pour revenir où on était. Donc, c'était la branche Meetup. C'est pas celle-là.
Ok. Quand je vous disais l'effet démo, dramatique. J'étais hyper au calé tout à l'heure. Du coup, fix and rewrite, c'est ça. Donc je vais juste faire un git reset. Là, je devrais être bon. Alors, du coup, nous, ce qui nous est arrivé, globalement, le, le souci, que je revienne dessus, était au niveau de la résolution, donc client Hello. Donc là, on a notre structure de client Hello. On vient chercher le server name qui correspond à clever-cloud pour nous aujourd'hui. Et aussi la signature, donc le HTTPS pour s'assurer que c'est bien qu'on veut bien un certificat et pas par exemple du pulsar plus SSL ou d'autres choses de type de protocole. Dans le cas où on trouve rien, ce qui est possible, hein, on peut faire du HTTPS en fournissant une adresse IP directement à la place d'un nom de domaine. Et dans ce cas-là, en fait, nous on est dans l'incapacité, vu qu'on a plein de gens derrière, de dire en fait cette adresse IP correspond à tel client. Du coup, en fait, tout ce qu'on fait, c'est de dire en tant que load balancer, en fait, je sais pas à qui te lier. Il y a plusieurs personnes derrière moi. Du coup, juste, je te dis non. Et en fait, ça renvoie de mémoire un connection reset ou quelque chose comme ça. Donc là, on récupère le nom. Et du coup, on voit notre lookup, donc le petit resolver.print. Là, on vient chercher le nom de domaine, donc le fingerprint. Et on vient, dans le truc de certificat, venir chercher pour ce fingerprint ce certificat-là. Et je suis toujours pas sur le bon commit. Et dans l'idée, en fait, ici, se trouvait, une fois qu'on avait le certificat pour le fingerprint, il y avait une méthode qui faisait un parse cert qui permettait en fait de récupérer le certificat et de le renvoyer. Et en fait, juste cette fonction parse qui passait, qui changeait du format textuel au format binaire, en fait, posait problème dans le sens où ce temps-là, au bout d'un certain nombre de requêtes par seconde, de client hello, venait bloquer littéralement le reverse proxy en mode je suis uniquement dedans quoi. Et je suis bloqué et je ne peux rien faire d'autre que de répondre hello aux autres clients, ce qui fait que je ne peux plus traiter les requêtes HTTP ni rien. Donc ça c'est globalement le bug qui nous est arrivé. Voilà, qui est défini là, dans ce fixe là. Et s'en est suivi, du coup, on s'est dit, ça serait bien qu'on soit plus alerte sur ce genre de truc. Donc, on a créé un doc qui est disponible sur le GitHub, sur le repo de Sozu, sur comment on vient benchmarker ou observer les différences de performance entre deux versions. Et l'idée, c'est de se dire, on va faire un schéma simple, on fait on prend Sozu, on le démarre avec ce qu'on appelle un listener, donc c'est une écoute sur un port en particulier. Et on dit, en fait, sur ce port-là, tu auras du HTTP, sur l'autre, tu auras du HTTPS. Et potentiellement, on vient réduire le nombre de cipher TLS qu'on autorise pour en sélectionner un pour avoir des performances, des résultats qui ne sont pas liés à une négo en particulier ou qui ne vont pas varier. Et ensuite, on vient le configurer, et ainsi de suite. Et on vient refaire les mêmes tests qu'on a fait là. Ce qui nous amène à aussi des tests avec Bombardier. Je vous parlais de Bombardier VGA, c'est exactement la même chose que TLSperf, mais côté HTTP. Je comptais vous montrer ça avec un petit... Du coup, l'idée, c'est que moi, dans mon ETC host, j'ai fait en sorte de rediriger un nom de domaine que j'ai en production sur ma machine, qui se trouve là, du coup, qui va aller taper le load balancer local et qui va potentiellement aller taper les backends en prod, mais c'est plus facile parce que là, l'idée, c'est de benchmarker Sozu et pas les backends. On s'en fiche un petit peu de la latence, on veut juste avoir un truc reproductible. Du coup, on arrive, on lance. Et là, on voit que ça se passe plutôt lentement. Mais ce qui est intéressant dedans, en fait, c'est qu'on peut voir le nombre de requêtes par seconde qu'il fait et la latence d'entrée.
Et ensuite, du coup, la répartition en code d'erreur. Donc, soit c'est que du 200, soit c'est que du 500, soit il y a eu des erreurs liées au réseau et autres. Et en fait, on va pouvoir aller avancer énormément là-dessus. Euh, du coup, je vais pas vous refaire la démo avec chaque binaire parce que du coup, on va y revenir juste après. Et nous, ce qu'on a vu en fait dans notre histoire, c'est que comme on faisait des writes pour printer justement l'arbre avec toutes les dépenses des noms de domaine, en fait, on faisait exactement le même type de pattern sur envoyer de la donnée à un client HTTP, qui peut être un navigateur, un téléphone, autre. On a exactement le même problème. Du coup, on s'est dit, bah, en vrai, ça serait bien de tout compacter en une seule écriture. Ce qui fait qu'on est passé de quelque chose où on avait énormément de syscall à un avec une plus grosse, comment ça s'appelle, une plus grosse payload. Du coup, à titre de comparaison, on a repris l'ancienne version et on a fait un bench en disant, bah, voici ce qu'on doit à minimum atteindre. Donc là, on est sur quelque chose rappelons-nous, on est toujours sur un cœur. On est à peu près aux alentours de 7800 requêtes par seconde pour 25 millisecondes. La version qu'on avait sans aucun fixe, elle faisait 3200 requêtes par seconde pour 62 millisecondes. Là, on se dit, on a déconné, on a divisé par deux le nombre de perfs. Voilà, les performances de Suzu. Entre les deux versions, il va falloir qu'on améliore un peu le dossier. Du coup, en repartant sur tout ce que je vais vous montrer, on est revenu à quelque chose qui était la même chose en final. Donc là, on arrive, on fait, bah ok, on a patché, justement, on a compacté les nombres d'appels syscall et on a revenu aux performances qu'on avait avant. Du coup, là, on est content, on fait cool, nos dashboards sont tout verts, ça se passe bien, nos clients sont contents, on est content, ça sonne plus en astreinte. Tout le monde est assez heureux dans cette histoire. Euh, Ça, c'est la fin de la migration. Donc on a fini, on a patché les perfs et tout, on finit la migration à Clever, donc là on est décembre l'année dernière. Euh, Cependant, euh, on a encore des trucs à faire. Parce qu'on avait dit qu'on parlait de Rust ALS à la base. Et en fait, nous, en reprenant ça, on s'est dit, ok, mais par contre, il y a un chiffre qui est pas normal, c'est que la bande passante, elle a fait x2,5 quand même. Dans cette histoire-là, il y a un truc qui cloche. Du coup, en fait, on allait on allait voir les gens de Rust LS en leur disant, bah du coup, on a vu ça dans notre programme, on a fait ça comme ça, et en fait, voici ce qu'on voit. Et ce qu'on voit notamment, je vous parlais des headers des payloads en TLS. En fait, on voit qu'il y a un énorme pattern qui est qu'on réécrit plusieurs fois la même en-tête. Mais littéralement la même en-tête à chaque fois, quoi. Et là, on se dit, bah, en vrai, on pourrait améliorer ça. Mais c'est là où vous intervenez, vous auriez fait comment du coup? Pardon? Potentiellement, ouais. Préalloué du coup pour l'enregistrement. Si, complètement. C'est l'approche qu'on a pris. Du coup, je répète pour l'enregistrement, l'idée c'était de faire qu'une seule en tête et de venir concaténer toutes les paquets à la suite. Et c'est littéralement ce qu'on a fait. Du coup, on allait voir les gens de RustLS, on a fait, bah, on a un problème, c'est qu'on fait on a groupé nos écritures, mais on a toujours plein de petits paquets dans cette écriture, ce qui génère derrière des petits paquets TLS avec la même en tête plein de fois. Et en fait, c'est pas forcément hyper efficace. Et en fait, il y a une variable qui existe qui permet de savoir quelle taille de payload on peut avoir. Et en fait, ce qu'on a implémenté, c'est comme tu disais, de grouper les payloads, d'avoir qu'une seule en tête, de la préallouer de tout pareil. Et à partir de là, en fait, venir découper par la taille maximum qu'on peut envoyer dans un paquet. Ce qui fait qu'à la fin, du coup, la somme de payloads qu'on avait au début devient qu'un seul paquet à la fin, envoyé dans le réseau. Et donc là, on refait le bench.
Donc là, ça c'est la version de Sozu sans les modifs. Donc là, on repart sur... on avait mis à jour RustLS au passage dans Sozu. Du coup, on repart d'un benchmark propre. Nous, on avait 7900 requêtes par seconde pour 56 ms. Et là, on regarde la bande passante qui est pour 5 mégaoctets utilisés par seconde. Du coup, avec le patch, on remonte à 8600. Donc on a gagné des perfs comparés avant. On est toujours sur 52 ms, mais à un moment, je ne sais pas ce qu'on traquait à ce moment-là. Et surtout, on a redivisé la bande passante sur quelque chose qu'on avait avant, quoi. 2 mégaoctets par seconde. On est plutôt bien, pour le coup. Et comme le disait justement, dans, dans toute cette recherche, en fait, on s'est concentré beaucoup sur gagner de la bande passante. Mais on a vu dans le code, lié au fait qu'on faisait des strass et autres, qu'en fait, il y a des endroits où on peut aller faire 2-3 optimisations. Et notamment une qui était assez intéressante, qui a été faite par un collègue qui s'appelle Eloi. Et c'est exactement ça qui a été dit tout à l'heure, c'est qu'on vient préallouer en fait ce petit header où l'instancier qu'une seule fois, ce qui permet en fait d'éviter de faire une allocation supplémentaire en plus du buffer qu'on déjà on passe à la lib, parce la librairie pour chiffrer, elle est obligée de réallouer un buffer elle aussi, parce qu'il faut qu'elle ait un buffer de départ et un buffer d'arrivée. Et si elle peut éviter d'allouer en plus l'entête, c'est pas plus mal, quoi. Et du coup, en fait, on vient juste wrapper tout ça et l'allouer qu'une seule fois. Ce qui fait que cette entête-là, du coup, est quasi figée, statique. Elle est directement collée dans le binaire et il n'y a rien à faire, quoi. Elle est directement prête à l'emploi, quoi. Ce qui fait que du coup, RustLS, eux aussi, avaient des benchmarks. Et sur ces petits benchmarks, on voit des légères améliorations sur leurs tests en fonction des algos. Là, on gagne un petit peu de temps en fait en échange de clés ou autre, notamment lié aux échanges, parce qu'en fait, on arrête d'allouer, de faire une allocation en plus des deux buffers qu'on a besoin. Bah, du buffer qu'on a besoin pour chiffrer le trafic. Et voilà, c'est à peu près tout. J'espère que vous n'avez pas endormi. Est-ce que vous avez des questions? Ouais? C'est ça, Sozu. Alors à la base, c'est la question, c'est Sozu, est-ce que c'est une alternative à Trafic, HAProxy et autres? À la base, on l'a fait pour vraiment remplacer HAProxy au moment où il ne savait pas faire du hot reload. Aujourd'hui, c'est toujours le cas. Nous, on l'utilise en fait justement pour ça. Il n'a pas autant de fonctionnalités que du Trafic ou du HAProxy. L'idée, c'est vraiment nous, on l'a mis en open source parce qu'on l'utilisait et en fait, on a rencontré des gens qui avaient le même besoin que nous. Mais aujourd'hui, il y a des choses qu'il ne fait pas comparé à ce que pourrait faire du HAProxy, comme par exemple du HTTP2 tout de suite. On a une branche qui le permet de le faire, mais on est en train de la tester, elle n'est pas prod ready, quoi. Bah, par exemple, ce que tu peux faire, c'est tu peux mettre du Sozu devant en mode uniquement TCP. Et en fait, tu as ton HAProxy qui vient faire toutes les fonctionnalités un petit peu fancy que tu peux avoir dans du mesh ou des microservices. Venir par exemple faire de l'A/B testing et des choses comme ça, quoi. Sur un pass ou autre, quoi. Bon, sachant que moi, je vis d'un JVM, donc je suis pas du tout au level comme ça. Euh, ça peut servir pour faire du chemin du routage vers des pods, par exemple, à l'entrée d'un cube. Alors techniquement, on peut, mais il n'y a rien développé aujourd'hui pour le faire. Ouais, du coup, la question c'est s'il y avait un lien ou pas avec tout ce qui est BPF, tout ça. En fait, vu que la base c'est drivé un peu par les besoins de Clever aussi, on a envie de faire de le BPF dans Sozu, mais je ne sais pas si on le fera dans Sozu directement ou on l'open sourcera à côté. Parce que l'idée c'est de se dire, il y a plusieurs façons de faire du load balancing. Lui il répond notamment pour la partie, si on réfléchit en mode couche OSI, à la partie L4 qui est TCP et UDP,
et notamment TCP, et la partie L7 qui est l'HTTP. Et nous, on se dit que si on veut vraiment faire de l'eBPF, on va faire plutôt sur de la couche IP et venir implémenter tout ce qui est plus proche de VPC directement via ces modules. Mais c'est encore autre chose. Mais l'idée, ouais, c'est vraiment de descendre au plus bas possible. Merci. Et j'oubliais pour la partie UDP sur L4, je pense qu'il y aura de l'eBPF ou un truc très proche d'IPVS, qui est le load balancer de base du kernel pour ça. Enfin, tu nous as montré les benchmarks que vous avez fait avec vos docs. Est-ce que vous les avez aussi fait dans votre CI à chaque fois sur les PR ou pas? Comme ça, vous regardez si Alors oui, ça va modifier les performances. on a une tâche dans la CI qui sert à faire ça. Le problème, c'est que ça tourne sur GitHub. Et on peut pas. C'est très aléatoire du coup. C'est ça, c'est qu'en fait, ça nous permet de voir grosso merdo un ordre de grandeur, mais ça permet pas de te dire bah t'as vraiment régressé en termes de performance. Après, on a nos serveurs à nous quand on veut faire des tests préfets. Vous pouvez faire vos propres runners et peut-être. C'est ce qu'on fait, mais après pour le coup là on s'était dit on va le faire un peu en mode automatique, on va tester. On n'est pas parti en mode si on fait vraiment du test à proprement parler. Par exemple, je sais que chez Criteo ils en font. Ils ont leur propre ferme de serveurs qui ne servent vraiment qu'à ça, quoi, pour avoir les mêmes machines entre toutes les versions qu'ils ont pu tester, quoi. Et j'ai peut-être une autre question s'il y en a d'autres. Ok. Au tout début, tu as parlé que vous étiez passé de HAProxy à Sezo. Ouais, en 2017 on est dans HAProxy, ouais. Du coup, c'est principalement sur la config, la raison de la sur les reloads, ouais. Ou est-ce que vous avez aussi gagné en performance ou... Entre 2017 ouais, c'est difficile à dire, j'étais pas là. Mais en 2017, la principale cause, c'était vraiment le rechargement. En termes de performance aujourd'hui, je crois qu'on avait fait un bench. C'est hyper compliqué de regarder. On se regarde beaucoup par rapport à HAProxy parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a en commun dans l'approche. Et je crois qu'on était sur vraiment, si tu restes le même feature set sur un seul cœur, c'est-à-dire que tu perds certains avantages d'HAProxy à faire ça. Tu traites à peu près le même nombre de requêtes HTTP sans la partie TLS. Là où HAProxy ils sont très bons aujourd'hui et ils ont beaucoup amélioré ça, c'est qu'en fait nous, comme je le disais au départ, on a des workers qui sont tous monothreadés. Eux, ils ont un process dans lequel vit des threads et ils ont des thread pools vraiment pour tout ce qui est les uncheck TLS et tout. Ils ont vraiment su découpler ça. Et c'est là où ils gagnent en perf en fait. Ok, merci. Mais si vous avez besoin d'HAProxy, utilisez-le, il est très bien. Du coup, toute cette recherche et ce travail que tu viens de nous présenter, sur combien de mois, combien de mois vous l'avez fait? Ça, on l'a fait C'était un peu urgent. On a dû le faire la partie sans rest LS, on l'a fait en un mois. Et la partie rest LS, ça dure un peu plus longtemps parce qu'il faut se remettre... fallait qu'on discute avec les gens de la communauté et tout. Et on était plutôt sur 2 mois après. D'accord. Parce que quand on arrive dans le projet en disant vous avez des problèmes de perf ici, on va réécrire un petit bout et ça va être mieux après. Ils sont un peu frileux en mode oui, mais tu risques de casser des fonctionnements chez d'autres genres, du coup, faut qu'ils aillent tester plus en profondeur, quoi. Une question? Au niveau des workers, moi, vous avez testé avec un worker, mais est-ce que vous avez fait des tests avec plusieurs workers? En benchmark? Alors oui, on peut faire des tests avec plusieurs workers, mais je trouve que c'est pas pertinent. En fait, ouais, on va pas gagner en fait, c'est linéaire les performances, du coup, on n'y gagne rien à faire mettre plusieurs workers. Je sais pas si je suis clair dans mon propos. Excuse-moi. En gros, en fait, sur Sozu, comment il fonctionne? Il a un main process qui vient commander des worker process. Et en fait, plus on ajoute de workers,
Notamment si on passe de 1 à 2, on double les performances. Si on passe de 2 à 3, on fait un fois 30%. Et c'est vraiment un worker, ils sont tous équivalents. C'est vraiment linéaire l'échelle pour le coup. Et en revanche, ce qu'il faut faire attention notamment dans ces approches-là, c'est qu'ils consomment la même RAM du coup au passage et CPU, ce qui fait que potentiellement on peut très vite, notamment si on se dit qu'un worker gère 10 000 connexions, donc s'il y a deux workers il y a 20 000, mais il y a potentiellement 40 000 buffers du coup d'alloués au maximum, et on peut très vite aller taper le maximum de la RAM disponible sur la machine si on fait pas trop attention là-dessus. Autre question? Bon, ben merci beaucoup. Merci.